Sur le plateau maintenant de la quotidienne sur LCN, deux charmantes dames. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Et je suis sûr Félix que si nous n'étions pas sur le plateau, ces deux charmantes dames pourraient nous faire beaucoup de bien. Est-ce que je me trompe? Je sais que vous êtes un hédoniste Sylvain, donc je vous ai trouvé des invités en conséquence. Vous avez nous bien avons fait. le plaisir de Vous avez recevoir Sandrine Bellet et Sylvie Taon qui Bonsoir. font de la réflexologie plantaire. Alors, première question toute bête, on devine, mais qu'est-ce que c'est? C'est un massage au niveau des pieds, des pressions douces, une technique manuelle pour détendre, pour aider à enlever le stress sur les personnes. Ça vient d'où? C'est vieux, c'est une science ancestrale. Oui, c'est une science ancestrale. Donc ça fait 5000 ans en Chine à peu près. Et puis après, il y a en Inde, en Égypte, on a découvert des hiéroglyphes déjà où la réflexologie plantaire existait. Ça fait partie de ces choses qui existent depuis longtemps et puis qu'on oublie avec les siècles et qu'à un moment donné qu'on retrouve et on se dit finalement c'est simple et c'est peut-être pas si bête. Oui. Et la réflexologie moderne a été amenée dans les années 1930 par Eunice Ingham aux États-Unis, et puis qui a créé le premier traité de réflexologie moderne, et en cartographiant le pied, qui correspond à une partie du pied correspond à une partie du corps. Qui est une zone très stratégique du corps. Si on veut détendre l'ensemble de notre être, on peut passer par les pieds, c'est ça? C'est Oui, cela. c'est ce qu'on essaye de faire en réflexologie plantaire. Alors pourquoi le pied justement? Qu'est-ce qu'on y trouve qui Alors, permet de détendre? Alors il y a toutes les terminaisons nerveuses qui arrivent au pied. Et donc en massant ces zones-là, ces zones réflexes, on touche les organes et on essaye de retrouver l'harmonie du corps, donc son corps dans son entier. Donc l'homéostasie, on appelle ça. Et c'est vraiment... On voit justement les pieds de Sylvain qui a été testé juste avant. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ne croyez pas, n'écoutez pas Félix Bollez, c'est pas du tout mes pieds. Vous avez l'air très zen toutes les deux. L'impression que vous nous donnez, c'est que vous êtes là, on a l'impression que vous flottez dans l'univers du studio. Non mais c'est vrai. Est-ce que vous faites masser les pieds automassez vous-même? Oui, oui, ça on se l'est Oui. imposé en fait. On Oui, s'est c'est vrai. imposé. Et c'est d'ailleurs très important ouais. de pouvoir sentir ce que cela procure pour pouvoir mieux retransmettre à la personne. Donc ça procure quoi? Quand on ressort, on a envie d'aller se coucher, on est détendu, on sourit bêtement. Faites-nous Oui. rêver. Ça peut. Exactement. Le premier des effets, c'est cela, la détente. Les gens nous disent « Oh là là, vivement mon lit, je me sens détendue, je me sens bien ». D'autres effets après peuvent être une limitation de la douleur si les gens sont venus avec un point précis à travailler. On peut agir sur des troubles circulatoires, on peut agir sur des troubles digestifs. C'est pas uniquement du confort, ça peut Voilà. aussi traiter certaines Voilà. affections. En premier lieu, c'est un confort, mais c'est vraiment un soin qui peut aller plus profondément et réguler l'organisme. Et qui accompagne la médecine allopathique, bien sûr. D'accord. Et ça se décline sur les mains aussi, j'imagine? Oui. Oui, également au niveau de l'oreille. Ah. C'est plutôt les acupuncteurs qui font ça, et puis ça s'appelle l'auriculothérapie. Très bien. Vous êtes basé où? Les séances, c'est combien de temps? Enfin, quelques infos pratiques pour les gens qui sont attirés par cette expérience. On est basé sur Desvillers-Rouen. La séance dure à peu près 1 heure. Il y a un petit questionnaire au départ pour se connaître un peu plus. Et puis après, le soin, donc ça dure à peu près 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Et vous conseillez de réitérer le soin tous les combien pour que ça soit très efficace et qu'on en tire le meilleur profit? Alors après, tout dépend de ce pourquoi les gens viennent. Mais pour du confort, se pour sentir une hygiène bien. de vie, Oui. en fait, moi j'ai été étonnée de ça. Oui, Beaucoup jusqu'à- de ça gens va en jusqu'à fait l'hygiène viennent, c'est de une vie. fois par mois à peu près. Les gens reviennent régulièrement 1 fois par mois. Très bien. Eh bien, écoutez, très bien. Oui, Félix, on est Oui, complètement zen. Là, je sais pas, vous avez transformé le plateau. Dommage que le petit jingle que je vais lancer soit très court. Sinon, vous savez ce que j'aurais fait si le sujet a été plus long? J'aurais fait ceci. Et puis, je vous aurais dit, allez-y, C'est parti. détendez-nous, c'est parti. Enlevez la chaussure, alors, Ah, quand vous êtes même. presque Sur la prête chaussette à aussi. nous prendre au mot. Hein. Oui. Voilà, mais ça serait avec grand plaisir. C'est la fin de journée, Sylvain. Oui, c'est pas ça- très sympa Alors, comme je- cadeau pour nos Je amis. ne sais pas Même pas si, faire. je ne sais pas s'il est important de masser les pieds des jardiniers, qui sont des gens qui se déplacent beaucoup, qui sont debout, le dos courbé. En tout cas, ce soir, on va pas masser les pieds de Rodolphe. C'est Rodolphe plutôt qui masse les jardins. Il a presque fini parce qu'on s'aperçoit qu'en hiver, il n'y a plus grand-chose à faire, mais il va quand même nous en parler. Voilà, c'est tout de suite Rodolphe, le jardinier de LCN. Rodolphe, vous avez encore vos chaussures?
Oui, ça y est, vous les avez gardés. Mais vous êtes comme nous, vous avez eu envie de les enlever. Oui, c'est vrai que c'était très zen. C'était très zen. Voilà. Hein. Bon, on se réveille, Rodolphe. Donc, voilà, on va se réveiller. Redynamise la quotidienne. Voilà, on va sortir dehors, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à faire dans le jardin. Donc, comme Sylvain disait tout à l'heure, c'est vrai que le mois de décembre, c'est un mois calme pour le jardin. Donc, pour le potager, par exemple, au potager, là, on va le laisser tranquillement faire sa petite vie en hiver. On va surveiller un peu ses poireaux, ses choux. Bon, s'il ne gèle pas trop, on va continuer un petit peu à préparer son jardin, c'est-à-dire à labourer les parcelles qui sont inoccupées. Au jardin d'agrément, on va continuer à tailler les fleurs fanées. Et puis, on va continuer aussi à protéger les plantes frileuses. Après, au verger, on va continuer à planter les arbres fruitiers, c'est-à-dire en racines nues en ce moment, donc comme on avait montré la dernière fois à la chronique. Et donc, c'est sûr qu'actuellement au jardin, au mois de décembre, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. C'est le repos. C'est le repos du jardinier, comme le mois de janvier, comme le mois de février. Bon, là, ce qu'on va faire, on fait un peu de déco pour Noël, comme on a fait sur le plateau. Il a beaucoup de temps, Rodolphe, il vient dès le matin. Voilà, je viens le matin. Non, mais on le redit, je l'ai dit hier soir dans l'émission, c'est vous, Rodolphe Rubin, à qui on doit cette superbe déco qui va nous emmener jusqu'au 25 décembre, bien évidemment. Voilà, donc avec ma petite femme qui a fait la couronne au milieu, donc c'est du sapin dans nos pépinières. Donc tout ça c'est frais. Et donc voilà pour le jardin du mois de décembre. Donc c'est vrai que c'est zen, quoi. Là on va se retrouver devant le feu de cheminée. Les pieds en éventail. Les pieds en éventail. Comme mesdames habitent le même village que moi, donc je vais faire appel à eux. Et puis tranquillement je vais me reposer pour attaquer le mois de mars, c'est-à-dire le printemps. C'est pas le repos du guerrier, c'est le repos du jardinier. Voilà, les choses sérieuses vont vraiment recommencer à partir de début mars. Vraiment, fait, vous nous le dites, quand on n'a pas de jardin, on ne sait pas, mais janvier-février, c'est vraiment les mois creux où il ne se passe plus rien. Voilà, oui, on laisse le jardin se reposer, comme le jardinier, il se repose. En revanche, en ce moment, chou-poireau, ça fonctionne. Hein. Alors le chou-poireau, il faut surtout, s'il ne gèle pas trop, il faut regarder s'il n'y a pas des petits insectes. Des petites chenilles, des petites choses comme ça. Il faut surveiller, il faut écarter un petit peu les tiges, il faut regarder. S'il y a des petits trous, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le potager. Mais bon, si on ne les traite pas, on enlève la chenille, puis on mange un bon poireau, un bon chou. Là, en ce moment, on fait du pot-au-feu, on fait des bonnes choses. Génial, Rodolphe. Voilà. Eh bien, écoutez, très bien. Encore merci pour cette superbe déco. Et puis, comme je sais que vos conseils de jardinier plaisent beaucoup, alors par la compétence qui est la vôtre, et les bons conseils que vous donnez, et puis je sais que vous plaisez beaucoup aux jardinières. Alors, comme vous plaisez beaucoup aux jardinières, je ne parle pas des bacs où on met les fleurs, je parle des dames qui pratiquent le jardinage. Eh bien, on va donner en bas d'écran, on le voit en ce moment, l'adresse à laquelle on peut vous contacter. Et ces dames étaient les dames qui nous apportent le confort et la zénitude plutôt du côté des pieds, et vous apportez le confort et la zénitude au jardin. Voilà, on ne peut que conseiller de vous contacter. À suivre, on va partir en 4x4. On aime bien toute cette semaine parce qu'on retrouve le rallye Rose des Sables avec les concurrentes que nous avons suivies, avec les caméras de LCN. Et on aime bien parce qu'on se retrouve dans le soleil, c'est dans les dunes. C'est l'étape, je crois, la plus difficile du rallye. Et puis, c'est une étape importante aussi parce qu'on y parle d'une association. Une association, parce que vous savez que les candidates font aussi des actes de générosité et du soutien caritatif. Et on y parle de l'association Cancer du sein, parlons-en. C'est aussi des choses sérieuses. Ça n'est pas que de la compétition. Regardez. Partagez l'aventure Rose des Sables avec Nissan Rouen. L'idée de participer en fait au trophée m'est venue l'année dernière. J'ai vécu quelque chose d'un peu difficile. J'ai eu un cancer du sein, donc j'ai mené le combat pendant 8 mois. Ça a été un combat difficile. Et j'ai voulu relever en fait le défi suite à cette maladie, de participer à un raid 4x4 avec un but humanitaire. Et puis aussi parce que l'association Le Cancer du Sein, parlons-en, est partenaire officiel. Et c'était aussi pour moi une grande motivation. Et c'est vrai que ça a été une expérience humaine très très enrichissante. Et c'est aussi pour toutes les femmes qui ont subi, ou qui subissent ou qui subiront cette maladie, leur donner espoir. Il faut se battre et puis après, on peut faire aussi tout ce qu'on veut et surtout vivre des choses assez exceptionnelles. Voilà.
règle. Mais non, il y a une certaine forme de solidarité sur ce rallye ? Ah oui. Après, nous, on est un petit groupe où, évidemment, quand on en voit une plantée, on s'arrête. Mais on s'arrête aussi pour les gens qu'on connaît pas. Après, on peut pas s'arrêter pour tout le monde. Mais là, ça nous semblait important vraiment de s'arrêter pour elle. Et là, vu la situation, oui, c'est logique. Vous avez pleuré, non ? Après, moi, je suis une fontaine. Je pleure souvent. On a aidé les copines qui étaient vraiment tankées, mal prises. Du coup, le fait aussi d'avoir vu comment était le 4x4, ça nous a un peu refroidi. On était un peu plus stressés pour descendre. Mais bon. Ah, le programme de la fin de la journée, eh bien là, on va regonfler les pneus, remettre de l'essence et puis boire un coup. On va boire un coup. Nissan Rouen vous a présenté le Trophée Rose des Sables. On est en direct, vous êtes sur le plateau de la quotidienne sur LCN. On enchaîne les sujets comme tous les soirs. Beaucoup de choses pour vous informer, pour vous distraire, quelquefois aussi pour vous amuser. Mais là, on revient à des sujets assez sérieux avec le plaisir d'accueillir en plateau l'un de nos journalistes reporters d'images, Pierre-Maël Delobert. Bonsoir Pierre-Maël, et je vous laisse nous présenter les invités qui nous accompagnent maintenant sur le plateau. Alors, nous sommes en compagnie de Sacha Vu. Donc Sacha, tu es membre de l'association de protection de la ferme des Bouillons. On a beaucoup entendu parler de la ferme des Bouillons et on est intéressé justement de mieux comprendre ce qui se passe autour de ce dossier. Alors on va revenir un petit peu à la genèse de cette histoire. Donc vous occupez la ferme des Bouillons en décembre 2012. Peux-tu nous dire comment cette occupation a commencé ? Alors on s'est retrouvés au début décembre 2012. Un petit groupe en fait, on a été prévenus que cette ferme allait être démolie. Du coup on a été sur place et on a vu les bâtiments. C'est une superbe ferme qui date du XVIIIe siècle. Rappelez-nous où elle est cette ferme, parce qu'on l'a pas dit. C'est à Mont-Saint-Aignan, donc c'est la dernière ferme vraiment du plateau. De Mont-Saint-Aignan. Oui. Voilà, tout le reste a été urbanisé pour faire des surfaces commerciales. Donc il en reste une, c'est la dernière. Et donc voilà, en tombant sur le site, à la fois on a trouvé que le lieu c'était vraiment un bel endroit, et puis surtout ça correspondait à nos convictions de défendre à la fois l'agriculture de proximité, de défendre les terres agricoles. Il faut savoir qu'il y a un département agricole qui disparaît tous les 7 ans en France, donc c'est énorme, on perd des terres agricoles, on continue d'urbaniser, et d'un autre côté, on commence à se dire, tiens, ce serait peut-être intéressant de garder des fermes proches des villes, et puis d'arrêter de faire des projets inutiles, de continuer à bétonner, à faire des grandes surfaces, parce que je le répète, on parlait tout à l'heure, il y avait un sujet sur le petit commerce, la grande surface, un emploi dans la grande surface, c'est 2 à 3 emplois de petits commerces qui distribuent. Et ça, les gens ne le savent pas assez, donc il y a un faux argument de l'emploi, donc c'est bien un projet inutile. Pour en revenir à la ferme des Bouillons, votre slogan, c'est du béton, des oignons, pas de béton. Voilà, la ferme, le terrain est propriétaire d'Yves Auchan, filiale immobilière du groupe Auchan, qui a donc acheté ces terres. Aujourd'hui, il est propriétaire. En plus d'être propriétaire, un permis de démolir a été accordé. Vous êtes donc en position d'occupant. Oui, tout à fait. On a décidé volontairement d'occuper la ferme. C'est-à-dire que c'est certes illégal, mais nous on l'estime légitime. Et excusez-moi, mais vous n'aviez rien à faire juridiquement avec cette ferme. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes senti investi de cette mission en quelque sorte. Pour qu'on comprenne bien. En fait, c'était pas votre propriété, c'est ça. Non, pas du tout. Non, c'est la propriété. À l'heure actuelle, c'est la propriété. Non, mais c'est simplement pour qu'effectivement on comprenne bien toutes les données du problème. Oui, tout à fait. C'est la propriété d'Auchan, et nous on s'est senti, concernés parce qu'on a envie de défendre, donc comme je vous disais, les fermes proches des villes, de défendre les terres agricoles périurbaines, de défendre des terres où les jeunes puissent venir parce que c'est proche, comme je le disais, de la ville où on peut faire de la culture de proximité, donc après faire des... Vous vouliez défendre les filières courtes, ça on l'a bien compris. Votre occupation est suivie aussi d'actions sur un plan également politique. Vous vous adressez à la CREA, mais aussi à la mairie de Mont-Saint-Aignan. Qu'en est-il concernant la valeur juridique de ces terres aujourd'hui ? Alors, donc depuis les 1 an où on se bat, on a obtenu une belle victoire au niveau de l'urbanisme.
Donc ça montre encore une fois que si on se bat, on peut faire changer les choses. Et donc en fait, les terres qui étaient donc en urbanisables, donc potentiellement appelées à être construites, c'est pour ça que Auchan l'avait racheté, sont en passe de repasser en terre agricole. La mairie de Mont-Saint-Aignan donc a accepté de modifier le plan local d'urbanisme. Et donc à l'heure actuelle, en janvier, ça va être confirmé, mais les terres vont repasser en terre agricole. Donc c'est une première belle victoire, parce que ça veut dire derrière qu'Auchan ne pourra plus construire, donc c'est définitivement inconstructible. C'est-à-dire qu'Auchan aujourd'hui est propriétaire d'une coquille vide. Donc sur ce plan-là, on peut dire que vous avez avancé, comme vous le souhaitiez, et dans le même temps, vous organisez des événements tous les week-ends. Oui, bien sûr, l'idée c'est de continuer à faire venir les gens, de continuer à montrer l'endroit. Comme je dis, c'est une belle ferme, donc on organise des événements une semaine sur 2, et des scènes ouvertes, des conférences, des débats, des films, des projections de films. Et là, le week-end qui arrive, donc le 7 décembre, on fait une grande journée pour les 1 an d'occupation. Ça fait 1 an qu'on est là. Et donc, avec une gratiféria l'après-midi. Donc je pense qu'il y a peu de gens qui savent ce que c'est qu'une gratiféria. Oui, peut-être, écoutez, parce que le temps court. Félix, vous aviez une question à poser? Non, juridiquement, ça veut dire que vous allez devoir à un moment racheter le terrain à Imauchan si vous voulez l'exploiter. Oui, bien sûr, l'idée c'est évidemment, dans un premier temps, empêcher que ce soit démoli. Donc là, le permis de démolir court toujours jusqu'à juillet 2014. Et dans un second temps, c'est évidemment notre souhait, ce serait de racheter ces terres, de racheter cette ferme. Vous avez collecté des choses, les pouvoirs publics vous soutiennent. Et derrière, on a le soutien quand même, on a un soutien de la mairie. On avait déjà rencontré la CREA qui soutenait aussi, parce qu'ils commencent à soutenir aussi la culture de proximité. Et donc l'objectif, évidemment, à terme, le rêve, ce serait un peu sur le mode du Larzac, de faire ce qu'on appelle un groupement foncier agricole, c'est-à-dire les citoyens se regroupent et achètent collectivement des terres agricoles pour les sauver. Mais évidemment, il faut qu'Auchan accepte de revendre la ferme pour ça. Alors, écoutez, on a fait pas mal le tour de la question avec le temps qui nous était imparti. À côté de vous, on anticipe un peu sur le prochain sujet. Un journaliste, justement, Thierry Delacour, va vous présenter jusqu'après, mais vous aviez envie de réagir par rapport à ça. Oui, parce que moi, je trouve ce cas très intéressant, parce qu'on parle beaucoup des déclencheurs d'alerte. Et là, c'est vraiment le cas où, en fait, c'est une relation citoyenne, au-delà de la politique, qui a permis qu'à la fin, en fait, l'ensemble de la ville, de la commune, quels que soient les partis, considèrent qu'il y a effectivement urgence à statuer, et que s'il n'y avait pas eu ces déclencheurs d'alerte-là, eh bien, la situation aurait été pérennisée. D'après vous, Thierry Delacour, vous qui êtes journaliste, qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant pour que la situation bouge et évolue en leur faveur? C'est la mobilisation et l'entêtement. C'est parce qu'ils ont été têtus. Et ça suffit. Mais non, parce que aussi ils sont solides, c'est-à-dire qu'ils ont déployé des arguments, ils ont un avocat. Il y avait un dossier. C'est une cause consensuelle aussi. On imagine que les pouvoirs publics. Sauf qu'au départ, il y a eu quand même un permis de construire. Enfin, au départ, il y avait une majorité. C'est bien de soutenir ce type de démarche. Donc, je trouve ça très intéressant au niveau citoyen, ce cas d'évolution. C'est paradoxal, mais juste si je peux rebondir là-dessus pour finir, c'est que en effet, on vous dit consensuel, c'est sûr, les gens sont d'accord pour défendre les terres agricoles, dire qu'on a assez de béton, les gens sont d'accord pour dire qu'on a assez de grandes surfaces. Je rappelle qu'on est les champions du monde de surface commerciale par habitant, il n'y a pas de pays qui font mieux. Et derrière, je veux dire, il y a un moment où il faut dire stop, on arrête de spéculer, c'est encore de l'argent. Les Muliez, la famille Auchan, c'est tout domicilié en Belgique. C'est tout ça, ça bien, part. Écoutez, merci beaucoup. Sont d'accord, donc il faut merci continuer beaucoup, de se battre. Sacha Vu. Vous avez eu l'occasion effectivement d'exposer votre point de vue et aussi de mieux nous informer, parce que c'est un sujet dont on entend parler effectivement et ça nous permettait de donner des éléments complémentaires. Merci beaucoup de l'éclairage que vous avez donné, Thierry Delacour. Justement, on passe à vous maintenant. On parle maintenant, Félix, Club de la Presse, vous allez nous expliquer, on parle aussi jeunesse, on parle aussi reportage, info, voilà, que faut-il entendre? Donc avec Thierry Delacour qu'on a présenté rapidement, mais on le rappelle, il est rédacteur en chef adjoint de Paris-Normandie. Bonsoir Thierry, et vous êtes également le président du Club de la Presse de Haute-Normandie. Alors pour nous, journalistes, on sait de quoi il s'agit, mais rappelez aux téléspectateurs quelles sont les missions et le fonctionnement de cette structure. Donc le Club de la Presse fédère un peu plus de 300 membres dans la région, donc c'est à la fois des membres, des acteurs des mondes de la presse, mais aussi de la communication. C'est un club de la presse et de la communication, et sa première vocation, c'est de rassembler ces deux mondes, qu'ils se connaissent mieux. Et la deuxième, c'est de s'ouvrir au grand public et d'essayer d'éclairer un peu le grand public sur nos métiers, qui évoluent considérablement en ce moment, et donc d'essayer de parler de nos métiers quotidiennement, et ce qu'on va d'ailleurs essayer de faire un peu plus largement l'année prochaine, puisqu'on va fêter nos 10 ans, donc on va essayer de multiplier les manifestations publiques pour nous présenter, pour expliquer un peu les enjeux de tout ça.
Alors parmi ces ouvertures au grand public et là au jeune public, vous organisez le concours, l'opération Un jour un JT depuis plusieurs années. C'est quelle édition? Donc c'est la 4e édition. Donc l'idée de départ était simple. C'était une idée qu'on avait avec le conseil régional, c'était d'essayer de mettre un peu les mains dans le cambouis aux jeunes pour qu'ils comprennent un peu la complexité et la complexité de nos métiers. Donc les étudiants et les lycéens, donc c'est des 15-25 ans, sont invités donc à présenter un projet de reportage et ensuite donc ils le réalisent. Donc ils vont sur le terrain. Donc c'est complètement ouvert, n'importe quel type de reportage. Tout ou à fait. il y a des non, donc le sujet est libre. Donc ça va. Par exemple l'année dernière, il y avait un sujet sur la formation des jeunes joueurs au HAC. Il y avait un sujet sur la vie quotidienne dans un internat, sur la présence anglaise dans le pays de Caux. Donc c'est très large. Donc on reçoit les dossiers. Donc il y a un jury qui se réunit et qui en sélectionne 8. Donc 6 pour la télé et 2 radios. Donc ensuite, donc, ils rencontrent des journalistes, donc des partenaires donc, des médias, dont la chaîne normande d'ailleurs, et qui donc coachent donc ces jeunes. Ils réalisent donc une matinée de reportage. En conditions réelles, hein, c'est l'idée aussi. Tout à fait, c'est qu'ils vont sur le terrain, donc on travaille donc ce qui est la matière. Dans l'urgence. Voilà, ce qui est la matière journalistique, c'est qu'on travaille le sujet, mais aussi la façon d'aborder, donc l'angle, les sources qu'on rencontre, et ensuite donc l'aspect technique, donc comment on fait des reportages en télé ou en radio. Comme des vrais professionnels. Voilà, et ce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment du boulot, c'est-à-dire que pour faire 1 minute 30, il faut au moins une journée pour eux. On en sait quelque chose ici, hein, et puis vous le savez aussi dans la presse écrite. Et ce qui est intéressant, c'est que ça suscite aussi parfois des vocations, et surtout, enfin pour moi l'essentiel, c'est surtout que ça permet de mieux comprendre ce que c'est que le journalisme, c'est un métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a les gens tweetent, enfin transmettent de l'information, et dans le sentiment que transmettre de l'information, c'est informer, alors que c'est plus sans respecter des règles fondamentales qui sont celles de l'éthique journalistique. De l'éthique et du choix, de la sélection, de la validation, aussi, de la rigueur du métier. De la validation de l'information, c'est qu'il faut croiser les sources. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils en prennent conscience sur le terrain en faisant ce travail auprès de journalistes. Quelle est votre vision des jeunes par rapport à ce métier justement? Vous pensez qu'il y a toujours cet attrait pour ce métier, qu'il y a pas mal de mauvaises idées, comme vous le disiez Nous, on sent vraiment qu'il y a toujours un attrait. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'emplois quand même. C'est ça, oui. Donc c'est passionnant, mais c'est précaire comme métier. Donc même on si peut leur dire globalement, aussi. les emplois évoluent. C'est plus du tout les mêmes. C'est maintenant multimédia, voilà. Mais l'attrait reste le même, mais ça devient de plus en plus compliqué puisque avec les nouveaux médias, c'est de plus en plus rapide. Donc chacun croit qu'il peut être journaliste, alors que c'est justement nous, notre vocation, c'est de montrer que ça reste un métier avec ses règles et que tout le monde ne peut pas s'improviser journaliste. Pour un jeune qui regarderait la chaîne normande tout de suite, qui veut participer, quelques infos pratiques, quelques dates. Donc c'est jusqu'à les candidatures, faut faire un dossier donc avec un tuteur, donc ça peut être ou un enseignant, donc un lycéen ou un prof de fac, ou alors ça peut être aussi un responsable associatif qui parraine le projet. Et ensuite il envoie un dossier donc motivé avant fin décembre. Donc il a encore un petit mois pour le faire. Ben merci beaucoup Thierry Delacour. Important, vendredi, un rendez-vous au Club de la Presse, désolé, mais c'est solidarité oui, entre confrères. Juste pour dire un petit mot, oui, puisque donc on est évidemment solidaire des 4 otages journalistes en Syrie, et donc avec l'ensemble des clubs de la presse de France, on organise maintenant chaque 6 du mois, chaque 6 du mois, donc une manifestation en solidarité, et donc ce vendredi à 18h30 au Club de la Presse qui est situé 7 rue d'Harcourt à Rouen. 7 rue d'Harcourt. Et on reçoit donc un réalisateur de Kamal Redouani qu'on a reçu sur ce plateau. Voilà, qui sera là donc pour présenter qui fait un reportage, le documentaire sur Islam contre Islam. Et qui a été lui-même d'ailleurs otage quelques jours en Syrie. Merci beaucoup. De rien. Parfait. Est-ce que vous vous chauffez au bois, Thierry Delacour? À la cheminée parfois. À la cheminée, oui, au bois de cheminée. Sacha Vu, je suis sûr que vous vous chauffez au bois. Ah oui. Ah, je ne sais pas pourquoi. On cuisine au bois. Et ben voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais deviné. Ben écoutez, regardez, même si vous connaissez bien, c'est la minute de l'environnement sur Je me chauffe au bois. La Minute de l'Environnement vous est proposée par la région Haute-Normandie. Je suis un particulier et j'ai fait le choix de me chauffer avec une chaudière à granulés de bois. Une chaudière à granulés de bois, c'est un système qui permet de chauffer de l'eau pour les radiateurs et de l'eau pour l'eau chaude sanitaire à partir de granulés de bois. C'est vraiment comme une chaudière traditionnelle. Un granulé de bois, c'est la sciure de bois, principalement du résineux, et qui est compressé pour transformer ces petits pellets. C'est des résidus de l'industrie de bois. Le système des granulés de bois, c'est vraiment ce qu'il y a de plus économique aujourd'hui. Les avantages d'une chaudière à bois, pour moi, c'est vraiment le coût, puisque j'ai vraiment divisé ma facture énergétique par 2.
Je trouve que l'aspect développement durable, il est très présent. Je préfère utiliser du bois plutôt que des énergies fossiles, comme je le faisais auparavant. Et puis, je trouve que la chaleur est différente. Cette chaudière produit une eau à basse température. Et ça, on le sent vraiment lorsque c'est la demi-saison. Le cendrier, je le vide 3-4 fois par an. Pour ce qui est de l'entretien, il se fait 1 fois par an. J'ai fait le choix de cette chaudière à bois parce que utiliser le bois dans cette chaudière, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Et le bois, pour moi, c'est l'énergie d'avenir. C'était la Minute de l'Environnement avec la région Haute-Normandie. Eh bien, on va tranquillement terminer, plus que tranquillement même, très agréablement, parce que regardez, moi, si je fais ça, c'est un bruit que vous connaissez. Ce bruit-là, en fait, c'est le bruit de la convivialité, c'est le bruit du plaisir entre copains. C'est même, Régis, vous avez raison, c'est le bruit des vacances, c'est le bruit des cigales. Et forcément, ça nous amène le sourire. Et d'ailleurs, c'est un sport aussi, c'est pas que du loisir. Je sais bien que c'est un sport, Régis, parce que si ça n'était pas un sport, vous ne seriez pas là. Donc c'est forcément un sport. Ça commence bien. Et puis il y a un truc absolument extraordinaire, c'est que je faisais ça juste avant de reprendre l'antenne. Et puis mon voisin de droite que vous allez nous présenter, Régis, il a tout de suite les sourires qui... Il avait tout de suite le sourire qui arrivait jusqu'aux oreilles et puis le regard qui brille. Oui, la pétanque, c'est un sport qui est très sympa. Oui. Mais pas seulement. C'est aussi un sport de compétition. Oui, donc on va accueillir Philippe Poulard, tout d'abord, secrétaire général de la Ligue de Haute-Normandie. Je fais la liste complète. Président donc, de la section pétanque du club omnisport de la région d'Elbeuf et donc membre du comité de la Seine-Maritime. Alors on va parler avec vous. Et puis Dominique Lebeau, arbitre international. Le Mont Noir ce soir, ça tombe bien. On va parler tout d'abord de la représentation de la pétanque donc, en Haute-Normandie. Avec vous, Philippe Poulard. Ça représente quoi la pétanque en Haute-Normandie? Sur les inscrits, évidemment, il y a toujours tous ceux qui font la pétanque pour le plaisir, pour le loisir. Alors, la Ligue de Haute-Normandie est composée de deux départements, la Seine-Maritime et l'Eure, et c'est environ 4500 licenciés. Il y a, je dirais, 1450 licenciés dans l'Eure et 3050 en Seine-Maritime. Alors, les gros clubs Saint-Pierre-des-Elbeuf. Oui, les gros clubs. Bon, les gros clubs, Rouen-Sapin, c'est un grand club. Blangy-sur-Brel, qui est un grand club aussi. Aumal, qui est un grand club. Qu'est-ce que je dirais comme grand club? Dans l'Eure, il y a Rugles, Gaillon, Vernon, Danville. Notre-Dame de Gravenchon, Seine-Maritime aussi. Qui est donc il y a vraiment des villes un petit peu partout qui ont leur gros club de pétanque. Tout à fait. Alors, au niveau de la Ligue, vous surveiller, observer un petit peu les différentes manifestations. C'est un peu ça qui va se passer. On va parler de la vôtre dans quelques instants précisément. Faut savoir quand même que la Ligue organise, enfin sous l'effigie de la Ligue, on organise quand même 6 nationaux, enfin 6 grands concours nationaux, internationaux. Là, il y a un mois, on a fait la finale du championnat de France des clubs qui à la demande de la fédération. Donc c'est quand même des grandes manifestations. Alors pourquoi vous organisez ce type d'événement? Parce que vous avez au sein de la Ligue un boulodrome. On va voir quelques images dans un instant. Le plus grand boulodrome du monde, il paraît, c'est ça? Wow. Tout à fait. Comme vous y allez, Régis. Tout à fait. Qui a été inauguré en 2008, le 16 février 2008. Le plus grand boulodrome du monde, espace 276, boulodrome Henri Salvador. Donc environ 4000 m², c'est ça? 4300 m². Excusez-moi, je ne peux qu'intervenir. Vous avez cité un nom extraordinaire par rapport à la pétanque, c'est le nom d'Henri Salvador. Voilà. Bien sûr, le regretté chanteur, mais aussi bouliste. Eh bien, juste un petit mot personnel. Savez-vous que quand j'étais gamin à Cannes, j'avais de la famille, et mon grand-père m'emmenait au stade des Hespérides, ça vous dit quelque chose, et on jouait à la pétanque avec Henri Salvador. Il faut que j'arrête parce qu'après on va me dire que je suis trop long. En plus, 13-30 secondes, à chaque fois, il me grignote du temps. Donc voilà, à ce boulodrome qui se trouve à Saint-Pierre-des-Elbeuf, vous allez organiser le week-end prochain, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Donc le 6, 7 et 8 décembre, un national de pétanque. Racontez-nous un petit peu ce qui va s'y dérouler pendant ces 3 jours. Monsieur Lebeau, allez, Dominique Lebeau, allez-y. Sur ce national de pétanque, on va organiser un championnat vétéran le vendredi, qui est déjà complet puisqu'il a déjà 128 triplettes déjà. Et dans la foulée, le samedi dimanche, il y a ce national qui aura 256 triplettes qui se dérouleront samedi dimanche. Et en plus, un grand prix qui démarrera le dimanche. Donc il y aura presque combien, 3-4 000 personnes qui vont venir tout au long de ce week-end? Alors, on aura environ 700-800 joueurs qui vont se battre pour le titre de ce national. Et de plus, avec tous les gens qui viennent se promener, on a environ 4 000 personnes qui passent sur le site. Une question, comment on se prépare un événement comme celui-ci? Très rapidement, parce qu'on est un peu en retard. Comment on se prépare physiquement, mentalement? Ça m'intrigue.
comment on se prépare pour les compétitions, pour faire le national. Vous savez, le national, ce sont des joueurs qui font beaucoup de grosses compétitions, des nationaux, les internationaux. Enfin, ils font des grandes compétitions, donc ils sont prêts toute l'année. Il faut savoir aussi que la pétanque, on joue tous les week-ends. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Pas forcément que pendant les vacances. Et pas forcément pendant les vacances. On va parler des joueurs. Au niveau de l'arbitrage, justement, un petit mot sur... forcément, on imagine la pétanque, c'est tranquille, c'est facile à arbitrer. Ou le petit centimètre de l'arbitrage peut changer la donne. Non, on ne va pas parler de centimètre. Voilà, centimètre, oui, au niveau pour pointer. Au niveau du tir, il faut parler du millimètre. Et pour la mesure, il faut parler du dixième de millimètre. Sachez mais on est détendu quand on fait de la pétanque, il n'y a pas l'arbitre. Quand c'est de la compétition, il faut un arbitre officiel. Alors moi je ne suis pas détendu parce que je dois conclure l'émission, Régis. Je sais que c'est passionnant, je sais que vous êtes plein de fougue pour parler pétanque, mais là, voilà. Alors je vous propose... Faut un petit mot quand même, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans la Ligue, il y a quand même 200 jeunes et 600 femmes qui jouent à la pétanque. 600 femmes. 600 femmes. Ah ouais, donc c'est pas mal. Hein. Faut pas les oublier. Bon, écoutez, je vous propose pour finir, merci beaucoup Régis de nous avoir apporté sur le plateau convié ces deux messieurs qui nous ont amené beaucoup de plaisir. Merci. Et puis le sourire, je dois pas être de Cigale, vous l'avez dit, des vacances. Et vous voyez, je vais vous remettre une boule pour terminer l'émission, une chacun. D'ailleurs, ce sont les vôtres, hein. C'est vous qui les avez amenés. Vous voyez, on va considérer que la tête de Régis fait le cochonnet. C'est le cochonnet. Alors, on coupera l'émission juste avant le désastre. Mais je voudrais juste que, pour conclure l'émission, que vous montriez à Maëlys Château, notre cadreur plateau ce soir, comment vous faites pour pointer, comment le geste pour pointer, le geste pour pointer, comme ça. On va essayer de le prendre en gros, voilà, on pointe comme ça, et le geste de Mick Lebeau pour tirer. Le geste, c'est comme ça pour tirer. Alors attention, vous lancerez la boule sur le cochonnet que j'ai décidé juste après que le générique de l'émission est parti. Voilà, on vous retrouve demain à 18h15, même plateau, même chaîne, avec un grand plaisir, d'autres sujets très nombreux. Voilà, et puis vous nous envoyez bien évidemment vos projets, vos envies de passer sur le plateau, vos informations sur le mail suivant qui s'affiche sur l'écran, laquotidienne@lachaînenormande.fr. Voilà, grand plaisir d'avoir été avec vous, grand plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée à toutes et à tous sur LCN peut-être. Merci.